l'essentiel de ma fonction est de déterminer les caractéristiques du système HLA dans le cadre de l'auto-immunité et de la transplantation, que ce soit transplantation d'organes et transplantation de cellules souches hématopoïétiques. Et je suis venu donc à l'invitation du professeur Leboyer donner une présentation sur le système HLA et plus particulièrement sur l'implication du système HLA dans les maladies psychiatriques, en l'occurrence dans le cadre de la schizophrénie. Et j'ai également discuté le problème ou l'implication du système HLA dans la narcolepsie. À la fin de ma présentation, j'ai laissé la parole à mon collègue Dr Riyad Tamouza de l'hôpital Saint-Louis, qui a présenté, lui, quelques données bien spécifiques d'un travail qu'ils ont effectué avec le professeur Leboyer sur l'implication de certains allèles HLA dans la schizophrénie et les troubles bipolaires. Merci beaucoup pour cette introduction, merci pour cette invitation. C'est un plaisir d'être ici sur ce site. Le menu que je vais vous présenter est résumé ici en 3 parties, 3 plats. Je vais commencer par une introduction assez longue qui va vous donner toutes les bases, je pense, ou je l'espère en tout cas, nécessaires afin que vous compreniez la fonctionnalité et le rôle biologique de ces fameux antigènes HLA. Dans une deuxième partie, j'aborderai plus précisément le rôle du HLA dans la schizophrénie. Et puis je terminerai avec une troisième partie qui est le rôle du HLA, qui consiste à décrire le rôle du HLA dans la narcolepsie, où là vraiment le système HLA est absolument fondamental. Alors commençons avec ce fameux système HLA, qui est tout à fait particulier. Vous êtes ici sur le chromosome 6, sur le bras court. Et vous avez cette petite région en violet qui comporte plus de 200 gènes, dont ces fameux antigènes HLA. Il y a 2 types d'antigènes HLA, des antigènes HLA de classe 1 et des antigènes HLA de classe 2. Les antigènes HLA de classe 1 sont exprimés sur pratiquement toutes les cellules nucléaires, y compris les neurones, on va le voir à la fin de la présentation, ainsi que sur les thrombocytes. Merci, voilà mon pointeur, merci beaucoup. Excellent. Donc vous avez ici les antigènes HLA de classe 1, HLA-A, HLA-B, HLA-C, qui sont combinés avec une petite protéine qui s'appelle la bêta-2 microglobuline, qui est invariable, les antigènes HLA de classe 1 étant hautement polymorphiques. Le deuxième type d'antigène HLA, qui est ici schématisé, sont donc des hétérodimères composés d'une chaîne alpha et d'une chaîne bêta. On les appelle HLA-DR, HLA-DP, HLA-DQ. C'est une nomenclature historique, peu importe, qui découle de l'ordre dans lequel ces antigènes ont été découverts. Ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que les antigènes de classe 1 sont vraiment exprimés sur toutes les cellules nucléaires, alors que les antigènes de classe 2, eux, présentent une expression beaucoup plus spécifique sur certaines cellules spécialisées du système immunitaire que nous appelons collectivement les cellules présentatrices d'antigènes. Vous comprendrez tout de suite pourquoi, qui sont en fait les cellules dendritiques, les cellules B, les cellules T activées, les macrophages, etc. Donc, expression ubiquitaire des antigènes de classe 1, expression beaucoup plus restreinte des antigènes de classe 2. La relevance biologique de ces antigènes HLA, eh bien, vous avez ici les principaux aspects. Elle est évidemment essentielle pour la tolérance thymique, puisque nous devons être tolérants vis-à-vis de nos propres antigènes HLA, sachant que ces antigènes HLA sont extrêmement polymorphiques dans la population. Nous devons être donc tolérants par rapport à nos propres antigènes HLA, et ces antigènes HLA ont un rôle évidemment dans le développement de l'auto-immunité. Il y a une littérature extrêmement abondante qui démontre que certains antigènes HLA sont des éléments de susceptibilité au développement de maladies auto-immunes. Les antigènes HLA, les molécules HLA sont évidemment importantes aussi pour l'inflammation, pour des processus inflammatoires, pour la réponse contre les pathogènes, puisque c'est vraiment le rôle biologique de ces antigènes HLA, c'est de nous protéger contre les invasions par les pathogènes, n'importe quel type de microbes, virus, bactéries, champignons, etc., avec évidemment une implication pour les vaccinations.
Et conséquence qui n'est pas la vraie fonction biologique de ces antigènes HLA, c'est que ces antigènes HLA nous posent à nous, en tant qu'histocompatibilistes, nous posent des problèmes essentiels en transplantation, étant donné que nous sommes pratiquement tous HLA différents. Nous présentons tous des antigènes HLA, ou pratiquement tous des antigènes HLA différents. Donc je mentionnerai ce concept d'alloréactivité dans le domaine de la transplantation. Ces antigènes HLA donc, sont codés sur ce complexe qu'on appelle complexe majeur d'histocompatibilité, qui est vraiment une région tout à fait particulière. Elle représente une toute petite partie du génome, 0,3%, 1,5% des gènes, donc c'est une des régions du génome humain qui est la plus dense en gènes. Et puis, elle représente en fait un pourcentage beaucoup plus élevé des associations SNP du catalogue des différentes études GWAS. J'ai parlé tout à l'heure de susceptibilité aux pathologies, aux maladies auto-immunes. Eh bien, un certain nombre d'antigènes HLA sont des antigènes, ont été démontrés clairement comme des antigènes de susceptibilité à toute une série de pathologies. Le rôle biologique de ces antigènes HLA, vous avez ici une magnifique molécule HLA, qui est la molécule HLA-A2, qui est l'antigène le plus fréquent dans la population. À peu près la moitié des individus dans cette salle présentent exactement cet antigène A2. Il est présent à dans 40-50% des individus. C'est l'antigène le plus fréquent. Et vous voyez que la membrane est localisée ici. Donc c'est la partie la plus externe de la molécule. Et vous voyez que cette molécule, elle présente une structure tout à fait particulière avec un sillon ici. Vous voyez cette gouttière? Eh bien, c'est dans cette gouttière que la molécule va fixer les peptides dérivés des pathogènes. Et la fixation, la reconnaissance de ces peptides va permettre au système immunitaire de reconnaître une infection et de démarrer et de monter une réponse immune contre le pathogène. Donc, cette gouttière ici, c'est évidemment l'endroit où on va retrouver toutes les variations, ou la quasi-totalité des variations polymorphiques de ces antigènes. J'ai dit qu'il y a un polymorphisme extrêmement large dans la population, et l'essentiel de ce polymorphisme est localisé ici dans cette gouttière. Vous avez ici une vue d'avion de cette molécule, sans le peptide du pathogène présent, et avec la présence du pathogène précisément fixé dans cette gouttière. Comment se fait cette fixation? Eh bien, c'est expliqué ici. Vous avez ici le peptide. Le peptide possède des résidus d'ancrage. Et en fait, chaque antigène HLA est capable de reconnaître certains résidus sur différents peptides. Autrement dit, un antigène HLA ne présente pas un seul peptide, mais il présente une gamme de peptides différents. Et cette gamme de peptides différents comprend des peptides qui partagent tous certains résidus au début du peptide, ou en N-terminal du peptide, ou en C-terminal dans la partie C-terminale du peptide. Ce n'est pas toujours la dernière position qui est la plus relevante, mais souvent, et ce n'est pas toujours la deuxième, mais souvent également, ça peut être la première, la troisième, etc. Donc, chaque antigène HLA est capable de présenter une gamme de peptides différents. Et ça vous explique pourquoi on doit avoir au niveau d'une population un certain polymorphisme. Parce que si tout le monde avait l'antigène A2 et l'antigène A2 seulement, nous ne pourrions présenter que des peptides qui présentent cette structure-là, avec une valine en C-terminal et une leucine en N-terminal. Ça veut dire que si certains pathogènes évoluent, mutent et changent leurs résidus, ces pathogènes vont échapper à la reconnaissance immunitaire. C'est la raison pour laquelle il existe un polymorphisme très grand au niveau de la population. Chaque individu, vous vous rappelez un des diapos précédents, chaque individu exprime des antigènes classe 1, des antigènes classe 2, on hérite 2 antigènes A paternels, 2 antigènes B, 2 antigènes C, etc. Chaque individu exprime une douzaine d'antigènes HLA différents. Mais au niveau de la population, ce sont des centaines, voire des milliers d'antigènes HLA différents qui peuvent être exprimés. La fonction biologique, c'est évidemment reconnaître un antigène. Et vous avez ici le cas classique avec une cellule infectée par un pathogène. Les protéines de ce pathogène sont découpées en petits morceaux, en petits peptides, qui sont présentés par les antigènes HLA, du soi.
Et le système immunitaire, dans cet exemple ici, ce sera un lymphocyte T cytotoxique, le système immunitaire est capable de reconnaître le pathogène, de reconnaître l'infection et de démarrer une réponse cytotoxique, voire anticorps, etc., etc. Donc cette fonction est absolument essentielle pour rendre le système immunitaire attentif. Attention, il y a un peptide qui est dérivé du pathogène contre lequel il faut monter une réponse immune afin de se débarrasser du pathogène. Ça, c'est la réponse biologique pour laquelle les antigènes HLA ont été sélectionnés. Et on peut imaginer, enfin on peut calculer, il a été démontré qu'à peu près il y a une cellule sur 100 000, une cellule T naïve sur 100 000 qui est capable de reconnaître tel ou tel peptide dérivé de tel ou tel pathogène. Le prix à payer pour cette réponse immune efficace, particulièrement efficace puisque l'espèce humaine a survécu jusqu'à aujourd'hui en tout cas, le prix à payer, eh bien, c'est ce phénomène d'alloréactivité que j'ai représenté ici. C'est que ces lymphocytes T cytotoxiques ont un récepteur ici qu'on appelle un TCR, peu importe, T-cell receptor. Ce récepteur reconnaît en fait, a été sélectionné parce qu'il reconnaît un peptide dérivé du pathogène, mais ces lymphocytes T ici sont capables de monter une réaction croisée. En fait, ils se sont trompés et ils sont capables de monter une réaction croisée contre des antigènes HLA du non-soi, contre des antigènes HLA totalement incompatibles, qu'ils n'ont jamais vus puisqu'ils n'ont pas été tolérisés au niveau du thymus. Mais ils ont déjà vu cette structure sous la forme d'antigènes HLA du soi plus peptides, par exemple, lors d'une infection par influenza. Donc, cette réaction croisée est en fait un phénomène extrêmement fréquent et on peut calculer que 1 à 10% des lymphocytes T sont potentiellement alloréactifs. Et c'est pour ça que ça pose des problèmes essentiels en transplantation et c'est pour ça que quand on veut greffer, on doit, dans la mesure du possible, avoir une compatibilité maximale. Je reviens sur cette notion de polymorphisme HLA pour vous rappeler donc les trois types de classe 1, ABC, DRD, QDP. Vous avez ici le nombre de sérotypes. Donc ces sérotypes, ils ont été identifiés historiquement. Donc le HLA a été découvert ici à Paris au milieu des années 50. Ils ont été découverts grâce à des anticorps anti-HLA. Évidemment, on ne connaissait pas la biologie moléculaire. Les premiers gènes HLA n'ont été clonés qu'au début des années 80. Donc, les premiers réactifs, c'était des anticorps. Et on a défini une centaine de sérotypes sur les 20-30 années qui ont suivi la découverte du système HLA. Et aujourd'hui, on connaît à peu près une centaine de sérotypes différents. Quand on a commencé à cloner les gènes, début des années 80, on a cloné des gènes, on commence à séquencer. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que chaque sérotype est en fait subdivisé en une quantité absolument phénoménale de variants qu'on appelle évidemment des allèles. Peu importe le chiffre ici, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a aujourd'hui plus de 14 000 allèles HLA différents au niveau de la population. Et ça, c'est au niveau de la population, au niveau des populations mondiales. Donc, 14 000 allèles HLA différents, vous avez ici le nombre d'allèles pour chaque locus. Donc, polymorphisme absolument gigantesque, sachant qu'un individu donné n'exprimera, lui, que 12 à 14 antigènes HLA différents. Ceci vous laisse augurer de la complexité pour les problèmes de compatibilité en transplantation. Deuxième point, ce sont des gènes extrêmement polymorphes. Mais vous vous rappelez sur le premier diapositive, dans cette région, il y a 250 gènes. Donc il n'y a pas que les gènes HLA. Et il y a beaucoup d'autres gènes qui sont extrêmement intéressants. Donc en tout cas, 130 à 150 gènes ont été démontrés comme gènes codants. On ne connaît pas la fonction de tous ces gènes, mais il y a dans cette région, des gènes extrêmement intéressants. Tumor Necrosis Factor, vous connaissez TNF. Les gènes du complément, C2, C4. Etc. Et on va en parler tout à l'heure. Pour finir avec la fonction biologique de ces antigènes HLA, je termine avec cette notion d'alloréactivité. Le problème est différent selon si vous avez affaire à une greffe de cellules souches hématopoïétiques ou une greffe d'organes, sachant que dans le cadre de la greffe de cellules souches hématopoïétiques, vous allez greffer des cellules d'un donneur sain
à un donneur qui a été immunosupprimé, qui a subi un traitement de conditionnement myéloablatif, chez lequel on a supprimé son système immunitaire. On a détruit sa moelle osseuse, on a détruit ses cellules souches afin de le remplacer, afin de réinjecter un nouveau système immunitaire sous la forme de cellules souches du donneur. Dans cette situation, l'alloréactivité sera dans le sens donneur contre receveur. Et c'est les cellules souches du donneur qui comprennent un certain nombre de lymphocytes T que je vous ai montré tout à l'heure, des lymphocytes T alloréactifs, qui sont capables de reconnaître les tissus du receveur. Dans le cadre de la greffe d'organes, c'est le contraire. Vous avez un receveur qui est immunocompétent. Son seul problème, par exemple, c'est un problème rénal, donc il a des reins qui ne fonctionnent plus, mais il est immunologiquement immunocompétent. Ce receveur peut rejeter, a le potentiel alloréactif pour rejeter les cellules d'un donneur, par exemple, donneur de rein, ou des thrombocytes lors de transfusion plaquettaire. Ce rejet est médié par les lymphocytes T, mais également, évidemment, par les anticorps anti-HLA. Donc cette fonction biologique comme molécule présentatrice d'antigènes absolument essentielle pour monter une réponse immune contre un pathogène, en fait, est le prix à payer dans le domaine de la transplantation en raison de cette capacité extrêmement efficace du système immunitaire à reconnaître des antigènes HLA incompatibles. Et dernière information concernant cette introduction sur le système HLA, j'ai parlé d'auto-immunité. Vous avez ici le chromosome 6 avec les antigènes HLA de classe 1, les antigènes HLA de classe 2. Il y a toute une littérature extrêmement abondante et extrêmement claire qui démontre que ces antigènes HLA sont très fortement associés à toute une série de pathologies auto-immunes. Soit le HLA est directement impliqué, et le cas classique que vous apprenez dans les textbooks, c'est la spondylarthrite ankylosante, HLA-B27, un grand classique. C'est où, dans ce cas, plus de 90%, 95% des patients sont HLA-B27. Ce n'est pas parce que vous êtes HLA-B27 que vous allez faire une spondylarthrite ankylosante, mais si vous avez une spondylarthrite ankylosante, dans 95% des cas, vous êtes HLA-B27. Maladie cœliaque, c'est pareil. Plus de 90% des patients présentent soit l'antigène DQ2, soit l'antigène DQ8. Vous avez d'autres situations qui sont des situations d'hypersensibilité. Et le cas classique, c'est l'hypersensibilité à l'abacavir, qui est un des composants des trithérapies. Pratiquement tous les patients qui font une hypersensibilité contre l'abacavir présentent cet antigène HLA-B57. Donc là, il y a une relevance biologique à tester systématiquement tous les patients qui sont mis sous trithérapie de façon à identifier les patients à risque de faire une hypersensibilité à l'abacavir. Et puis, dernier cas dont je parlerai dans la dernière partie, c'est l'association absolument phénoménale entre HLA-DQ, le DQ0602 et la narcolepsie. Cette association, elle peut être aussi apparemment avec un gène HLA, avec un allèle HLA, mais on n'est pas sûr que ce soit vraiment le gène HLA, la molécule HLA qui est impliquée. Ça peut être un gène candidat qui est tout proche du gène HLA. Et c'est le cas de psoriasis où il y a un lien avec HLA-C, mais on n'est pas absolument sûr avec quel locus dans le voisinage du HLA-C on a cette association. Et puis il y a le HLA comme marqueur de substitution. Ça, c'est une information un peu historique où le gène de l'hémochromatose, avant d'être cloné, en fait, l'hémochromatose était testée via HLA, puisqu'il y avait une association entre HLA-A3 et hémochromatose. Et d'ailleurs, on a utilisé cette information de façon à cloner, pour aider, par positional cloning, pour aider le clonage du gène HFE il y a une vingtaine d'années. Donc voilà, rôle biologique HLA dans la défense contre les pathogènes et élément absolument central dans la susceptibilité à toute une série de pathologies auto-immunes. Voilà, j'en arrive donc au complexe majeur d'histocompatibilité et maladies psychiatriques. Bien sûr, ce lien entre dysfonctionnement de la réponse immune inflammatoire et les troubles psychiatriques était peut-être attendu. Et peut-être on peut faire le lien avec la littérature qui démontre une certaine étiologie. Il y a quand même un certain nombre de données qui montrent qu'il y a un lien avec certaines infections virales et évidemment le terrain immunogénétique est particulier
doit être investigué. C'est ce qui a été fait il y a très longtemps avec les outils à disposition. Peut-être juste mentionner l'héritabilité. Là, j'ai repris ce papier de Lancet que vous connaissez certainement, avec une héritabilité de 64% dans la schizophrénie, 59% dans les troubles bipolaires, avec une certaine héritabilité partagée entre les deux, mais pas forcément. Et puis les facteurs environnementaux. Alors, j'ai mentionné les toutes premières études qui ont essayé d'investiguer le système HLA. Évidemment, c'était tentant, puisque à l'époque, c'était un des systèmes relativement polymorphiques, connus. Donc, on a testé le système HLA avec les techniques à disposition. Je vais résumer cette diapositive en une phrase. Pratiquement toute cette littérature qui a été publiée dans les 10-20 premières années de tests, on peut la mettre à la poubelle. Parce que ce sont des tests qui sont non fiables ou qui ont été effectués dans des situations avec une puissance statistique tellement faible qu'aucune conclusion ne peut être tirée. Vous avez ici la conclusion. Donc, prudence avec toute cette littérature basée sur des tests sérologiques. Évidemment, le GWAS a révolutionné le champ et effectivement, on a pu mettre en évidence le rôle du complexe majeur d'histocompatibilité dans la schizophrénie. Toujours en relation avec l'implication des infections, l'incidence accrue de ces maladies auto-immunes, de certaines pathologies auto-immunes, et puis la faible résolution des typages HLA des publications que j'ai mentionnées précédemment. Donc les pionniers, c'est les trois papiers pionniers. Princeps, c'est 2009, 3 études GWAS dans Nature. 2011, le rôle du CMH est confirmé tel qu'il avait déjà été démontré ici en 2009. 2013, nouveaux LECI qui sont identifiés, mais le CMH ressort toujours comme l'association la plus significative. Et puis l'étude 2014 du PGC démontre 108 LECI impliqués, avec toujours le CMH qui ressort comme le plus significatif. Les 3 études GWAS de 2009, vous avez ici le système HLA et vous avez ici les principales associations, soit dans la région classe 2, on va reparler de cette molécule plus tard, TRIM26, DQ, et puis un certain nombre de SNP qui ressortent dans le cluster des histones à l'extrémité de la région HLA. Pour vous montrer la difficulté quand on analyse des SNP dans le système HLA, vous avez vu que ce système HLA comprend un grand nombre de LECI. Et il est caractérisé, par le polymorphisme extrême de ces différents LECI HLA, et de plus par ce qu'on appelle un déséquilibre de liaison. Ces gènes sont très fortement associés les uns aux autres. Donc c'est très difficile de dissocier l'impact d'un locus par rapport à un autre. Et ici, vous avez l'exemple de ces SNP dans les histones qui montrent un déséquilibre de liaison extrêmement fort. Donc très grande difficulté à identifier un gène, un SNP particulier. Également ici, vous voyez ici cette densité de SNP dans la région MHC. Vous avez ici le cluster des histones, vous avez ici les classes 1, ici les classes 2, et vous avez toujours cette répartition sur toute la région, avec à peu près, ce sont donc souvent le plus souvent ce sont des SNP dont la fréquence est élevée, qui représentent un peu plus d'un tiers de la variation totale, et il y a un certain overlap avec les troubles bipolaires, mais qui ne sont pas partagés avec les autres maladies. Ça, c'était les travaux de 2009. Donc en 2011, on a de nouveau une confirmation de ces SNP significatifs, et sur les 136 SNP significatifs, on retrouve 129 SNP dans la région MHC. C'est-à-dire vraiment le complexe majeur d'histocompatibilité ressort en premier comme association la plus forte. Dans une réplication, effectivement, il retrouve 5 SNP hautement significatifs en combinant les deux cohortes, dont le signal le plus significatif était ce gène TRIM26, qui était localisé ici.
Vous avez ici la vision, la globalité de ces SNP, et vous voyez le CMH ressort de nouveau largement comme le marqueur le plus significatif. Il y a quelques essais d'imputation des données HLA à partir des SNP. Il y a très peu de littérature. Pourquoi? Parce que c'est une technique extrêmement difficile. Les généticiens ont tendance à dire « Ah oui, ok, on a une étude GWAS, on prend les SNP et on déduit le HLA. » Oui, c'est faisable dans certaines limites, mais les résultats sont à prendre avec la plus extrême des précautions à cause, de la diversité du polymorphisme HLA dans les populations, donc attention à la stratification des populations, et puis diversité du linkage selon les groupes étudiés. Bon, il y a une étude que je mentionne ici où on ressort un allèle HLA particulier qui est un allèle du HLA-C. À prendre avec beaucoup de précautions. Les deux molécules que je voudrais discuter qui ressortent dans le système, qui ressortent dans le complexe majeur d'histocompatibilité, bien ces deux molécules sont Notch4 et les MHC directement de classe 1, les MHC de classe 1 directement. Alors Notch4 ici présente une association dans différentes populations. C'est un allèle ici qui est protecteur. Ici, cet allèle protecteur est associé avec B8DR3, alors que l'allèle de susceptibilité, lui, augmente la synthèse de Notch. Et cette modification pourrait jouer sur la régulation transcriptionnelle de Notch. Donc Notch est important pour le développement, pour la différenciation, et on peut très bien imaginer que ce gène puisse être un des gènes critiques qui agit au niveau du développement au niveau neuronal. Et puis, la dernière étude qui a été publiée il y a une année, 2 ans, c'est effectivement ce papier dans Nature qui montre en fait des variants que les variants sont communs et ces variants en fait contribuent à la quasi-totalité des cas. Si vous comparez les premières études GWAS en 2009, ici vous avez le nombre de loci associés, eh bien vous voyez que quand on augmente les cohortes, on va effectivement trouver un peu plus de loci associés. L'étude elle est résumée ici. De nouveau, ici vous avez la significativité et de nouveau le CMH ressort largement en tête. On retrouve, Dieu merci, un certain nombre de gènes qu'on avait déjà identifiés, récepteurs à la dopamine et puis les CACN, les canaux calciques, bien sûr, mais le plus significatif reste le MHC. Alors évidemment, on essaye de comprendre ce qui se passe avec Notch et MHC. Alors Notch, apparemment, c'est une molécule importante pour la différenciation versus le choix entre différenciation versus non-différenciation. Notch a été démontré, c'est une famille de gènes, donc Notch a été démontré comme important pour la configuration des vaisseaux sanguins, la formation de l'axe dorsoventral, morphogénèse des cellules endothéliales et puis le développement embryonnaire. Donc c'est une molécule qui fait du sens, on n'a pas encore compris exactement comment fonctionne le polymorphisme à ce niveau, mais c'est un candidat sérieux. Et puis l'autre candidat, c'est l'expression des MHC classe 1 à la surface des neurones. Et vous avez ici le modèle c'est un modèle, on peut le discuter. Le MHC classe 1 serait exprimé au niveau postsynaptique et il a été démontré ces molécules MHC classe 1 sont reconnues par cette molécule PIRB pour Paired Immunoglobulin-like Receptor B. Et cette interaction MHC-PIRB qui est exprimée sur certains neurones pourrait effectivement être impliquée dans le contrôle de la plasticité neuronale. Donc c'est une hypothèse intéressante qui nécessite encore quelques données, mais effectivement ça pourrait expliquer l'implication du complexe majeur d'histocompatibilité classe 1 dont l'expression sur les axones est apparemment modulée par l'activité électrique des neurones. Donc, ça fait du sens.
Je termine de façon à laisser la parole, pas trop tardivement, à mon collègue Riyad. Je termine avec la narcolepsie. Vous connaissez certainement mieux que moi, simplement je rappelle, donc c'est une diminution d'hypocrétine 1, c'est dû à une diminution d'hypocrétine 1 dans le CSF, qui sont produits, donc cette hypocrétine 1 et 2 sont produites par quelques milliers de neurones dans l'hypothalamus. Alors malheureusement, il n'y a pas de modèle animal en dehors du modèle canin, où on a une mutation du gène pour l'hypocrétine qui génère effectivement des symptômes de narcolepsie. Chez l'humain, on a une bonne concordance on a une concordance de 25 à 30% chez les jumeaux monozygotiques, et les associations qui ont été retrouvées sont systématiquement HLA et TCR, T-cell receptor. Voilà ici un hypothalamus avec des neurones HCRT normales et narcoleptiques. On voit très bien la diminution de ces neurones. Et la génétique de la narcolepsie date de pas mal d'années. Vous voyez que les tout premiers papiers, 1984, on avait déjà une première association qui a été confirmée, bien sûr. Et on voit que pratiquement 90% des patients présentent cet antigène HLA-DQ. On ne sait pas encore aujourd'hui pourquoi, mais cette association est retrouvée dans toutes les populations. Elle est toujours aussi élevée. Si on fait un GWAS, eh bien, on retrouve le HLA largement. Vous remarquez ici l'échelle qui est légèrement différente pour les autres aussi. Donc de nouveau, le HLA, de loin, le facteur le plus significatif. Un signal ici avec le TCR. Et puis un autre signal avec cathepsine H. Donc HLA, facteur de susceptibilité absolument essentiel. Avec l'équipe de Lausanne qui centralise une étude européenne, nous avons participé à une analyse à très large échelle avec des patients provenant de ces différents pays européens. Et on a pu démontrer en fait le rôle de susceptibilité de cet allèle DQ, mais on a pu aussi montrer que certains autres allèles HLA-DQ avaient un effet protecteur. Donc c'était intéressant et ça démontrait vraiment le rôle central de cette molécule HLA elle-même, HLA classe 2 elle-même, dans la susceptibilité. Et ceci pour résumer, donc l'étude de GWAS de 2010 avait montré effectivement ces deux haplotypes protectifs. On a pu élargir cette étude, répliquer le TCR, le lien avec TCR alpha, et en fait, en combinant cet effet protecteur et de susceptibilité, on peut conclure que le HLA-DQ explique pratiquement la totalité du risque et de la protection qui est liée à la narcolepsie avec cataplexie, en tout cas chez les patients d'origine européenne. Mais ceci ne nous donne toujours pas le mécanisme. Donc on a, dans une dernière étape, on s'est dit, mais voilà, s'il y a une susceptibilité classe 2, peut-être qu'on a toutes les peines du monde à mettre en évidence des anticorps anti-hypocrétine. Peut-être que c'est une réponse cytotoxique, de type cytotoxique. La réponse cytotoxique étant restreinte par les molécules de classe 1, on a regardé est-ce qu'on voit une association avec les molécules de classe 1. Et le résultat a été publié récemment. Effectivement, on voit une association avec les antigènes de classe 1, avec lesquels eh bien, on a retrouvé cette association ici avec des risques relatifs de 1,49, 1,46, hautement significatifs, avec ces deux molécules HLA de classe 1. Ceci ne démontre toujours pas l'implication d'une réponse cytotoxique, mais suggère, en tout cas fournit, une base génétique pour montrer que peut-être qu'une susceptibilité accrue à certaines infections ou une réponse immune de type cytotoxique pourrait être un des mécanismes impliqués dans la narcolepsie. Voilà, pour des raisons de timing, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci Marion. Merci à tous d'être ici et puis surtout merci Jean-Marie pour ton introduction superbe et qui va me permettre moi de passer au côté pratique. Alors, je vais vous parler effectivement
des résultats de 3 études exploratoires qu'on a fait sur les troubles bipolaires, l'autisme et la schizophrénie. Donc je remets un petit peu mon manteau d'immunopsychiatre et juste pour évoquer le rationnel médical, le partage des comorbidités entre les 3 types de troubles. Vous voyez qu'il y a beaucoup de comorbidités de type... Myriam sourit parce que c'était elle qui a fait la diapo. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de comorbidités qui sont de type de relevance immunitaire. Alors, quand même, à côté de ces comorbidités partagées entre les 3 troubles, il y a des faits de biologie, des faits d'immunologie biologique, puisque dans les 3 cas, nous avons la présence d'auto-immunité, nous avons la présence d'infection et nous avons la présence de ce qu'on appelle l'inflammation chronique. Et pour un immunologiste, c'est ce trépied, infection dans l'ordre, puis inflammation, puis non-contrôle de l'inflammation et auto-immunité, ça pointe directement sur un élément majeur qui est le système HLA, puisque c'est lui qui est le fil conducteur de tous ces événements. C'est lui qui permet justement de lier, de répondre correctement, de se protéger et aussi d'agir sur la dérégulation quand il y a auto-immunité. Et bien sûr, le système HLA, comme Jean-Marie Thiercy vous l'a dit, c'est quelque chose d'extrêmement polymorphe. Alors, j'ai choisi, et heureusement que Jean-Marie ne l'a pas montré, cette diapositive, puisque c'est aussi un GWAS, mais c'est un GWAS tenant compte des troubles psychiatriques sévères dont on va parler aujourd'hui. Quand ils ont fait un GWAS combiné, finalement, ils retrouvent que le CMH sort dans toutes les pathologies, c'est-à-dire troubles bipolaires, dépression résistante, schizophrénie, ADHD et autisme. Donc ça, c'est parfait parce que finalement, on a le lien et on a le rationnel pour se dire allons-y et voyons ce que le HLA va nous apprendre dans ces 3 types de pathologies qui sont quand même différentes. Alors, le seul problème, c'est que quand on regarde un petit peu comment on utilise ce GWAS, on a tout de suite ce que Jean-Marie a dit tout à l'heure, on a un problème de SNP coverage, c'est-à-dire de répartition des SNP qui ne sont pas tout à fait adaptés à l'analyse du système HLA. On a ce souci aussi de qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de la fonctionnalité. Et enfin, tout ça, ça sous-tend une chose, c'est que si on fait du HLA, qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce qu'on va trouver des biomarqueurs prédictifs ou est-ce qu'on va essayer, ou est-ce qu'en même temps, ça va nous permettre de comprendre toute la mécanistique qui est derrière la dérégulation immunitaire? Donc, fort de l'expérience quand même qu'on a accumulée en transplantation, en histocompatibilité, on est revenu à quelque chose qui nous a permis, nous, de travailler pendant 20 ans, qui a permis aux gens de décrire les associations avec les pathologies auto-immunes, les infections, etc., puisque le polymorphisme HLA, sur le plan fonctionnel, sur le plan association, est connu dans beaucoup de domaines. Et on s'est dit, on va revenir, puisque le polymorphisme traduit directement la fonction, autant voir ce que ça va donner sur le plan des allèles et essayer justement de sortir cette signature de la réponse immunitaire adaptative de manière interindividuelle. Alors, voici le study design. Donc, on a fait quand même assez sympa sur le plan nombre, puisque comme vous pouvez voir, c'est une cohorte de troubles bipolaires qui fait partie de BD génétiques, sur lesquels on a déjà publié sur l'immunité innée. Il y a la cohorte que Marion a commencé à faire il y a déjà 20 ans sur les troubles... il y a 1 an et demi, sur les troubles autistiques. Et nous avons eu l'occasion de faire une grosse collaboration avec l'équipe de Dan Rugescu en Allemagne, où justement, on a récupéré une partie des schizophrènes qui ont servi au dernier GWAS. C'était une toute petite partie, puisqu'il n'y en a que 1000, qui ont servi au dernier GWAS de 2014, qui a montré la fameuse implication du HLA. Donc, sur l'ensemble de ces 3 populations, on a pris finalement les annotations cliniques que l'on a pu, la meilleure annotation clinique étant celle des troubles bipolaires.
qui a fait que bon, les renseignements étaient... Il y avait déjà les renseignements qui nous permettaient, nous, de penser en tant qu'immunologistes. Il y avait aussi, pour l'autisme et pour la schizophrénie, il y avait des annotations, mais ce sont des annotations qui sont beaucoup plus de type psychiatrique, même si maintenant, on arrive à faire le lien entre certains phénotypes psychiatriques et des situations probables d'inflammation. Donc on a fait, alors une chose à préciser, c'est que dans les 3 cas, et vous allez voir, l'homogénéité dans la population est quelque chose de très important. La population française est une population de 3 ou 4 générations, donc qui est très très homogène. La population de troubles bipolaires est une population caucasienne. On a éliminé tout ce qui était subsaharien et tout, mais c'est beaucoup plus large. Et la population allemande est à 70% German et 30% le reste. Donc on a fait attention dans le design des études statistiques par la suite, et on a analysé en case control study, puis en termes de différence en phénotype entre les groupes. Alors, le génotypage, le trouble bipolaire, on l'a fait à 3 ans. Donc à l'époque, on ne disposait que de technologies à médium résolution. Ensuite, on a fait l'autisme. Par contre, le dernier groupe de schizophrénie, là, on a fait en NGS, c'est-à-dire avec un très haut niveau de résolution qui permettait de voir l'ensemble des gènes importants dans le HLA. Alors, quand même, juste avant de rentrer dans les résultats, il y a une notion qu'il faut bien cerner si on veut essayer de comprendre quelle est la signification de ces associations, ce qui n'est pas toujours simple. Donc là, je vous ai représenté le chromosome 6 avec les 3 régions principales, en détaillant un petit peu plus au milieu les gènes du complément, MICA, etc. Et en mettant, mais tout à fait au hasard, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de régions de hotspot. En jaune, ce que vous voyez là, c'est les régions de hotspot. Et en fait, finalement, c'est les régions de crossing over possibles. D'un point de vue évolutif, ce qui permet, nous, ensuite de comprendre, c'est que le système HLA a évolué d'abord par duplication, ensuite par recombinaison, puis par conversion génique. Donc, si vous voyez, vous avez un chromosome là, avec différentes couleurs qu'on ne voit malheureusement pas, un deuxième chromosome, et ce chromosome, le 3e, est une partie du premier, avec un crossing over avec le 2e. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. D'abord, ça traduit une chose, ça traduit les contraintes et la pression de l'environnement qui font qu'une région peut être délétée au cours de l'évolution. Un allèle, il peut y avoir une sélection, et surtout, qui explique la structure de HLA. Pourquoi on est différent? Parce qu'il y a un avantage à être hétérozygote, à avoir 2 allèles. Donc, en prenant un petit peu en toile de fond ça, on a fait une stratégie d'analyse qui est la suivante. On a les résultats du typage A, du typage B, C, D, R, D, Q. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a groupé, finalement, la distribution de l'haplotype complet, la distribution d'une partie de l'haplotype A, B, D, R, la distribution de l'haplotype de classe 1, puisque chacun peut refléter une partie d'un haplotype ancestral. Et là, vous avez une représentation de ce qu'on appelle les haplotypes ancestraux. J'en ai mis que 3. C'est le 57AH qui est impliqué dans l'hypersensibilité à l'abacavir, ce qu'on appelle l'haplotype auto-immun, l'haplotype 8.1 et un haplotype qui est lié à l'inflammation. C'est les 3 haplotypes qu'on va retrouver majoritairement associés. Alors, voici les résultats en termes de troubles bipolaires. Il y a une chose à préciser, c'est que il y a des associations significatives, et quand je dis significatives, c'est que c'est drastique en termes de HLA, parce que les corrections multiples doivent prendre en compte le nombre de tests et le nombre d'allèles, ce qui est absolument effarant. Il y a des trends, et ces trends, en général, les grosses cohortes de HLA, ils ne corrigent même pas, puisque quand il s'agit d'études exploratoires, ce qui est notre cas, puisque ça n'a jamais été fait dans le trouble bipolaire. Et ce qu'on voit, c'est que, avec le rapid cycling que tout le monde connaît, dans le trouble bipolaire, on a un haplotype ancestral qui est associé. Alors cet haplotype ancestral, il a été
associé à une diminution de la progression du HIV. Et il a été montré comme étant un haplotype à valence pro-inflammatoire antivirale. Et pro-inflammatoire et plutôt à tendance d'augmenter la réponse antivirale. Et le HLA-B57, c'est-à-dire l'allèle HLA-B, il est responsable, il est lié à l'hypersensibilité. Donc ça traduit déjà ce qu'on sous-tend en immunologie, quand on parle de rapid cycling, c'est qu'il y a une situation immunologiquement évocatrice d'inflammation. Alors, ensuite, on a trouvé des associations avec l'haplotype auto-humain, le 8A1H, mais par contre avec des différences. Donc, comme il doit y avoir une recombinaison au niveau du HLA A2 et A, là, voici l'haplotype auto-humain, c'est celui-là, et on a une différence uniquement là-dedans. Donc, on a trouvé une association avec l'ensemble de l'haplotype restant, et l'haplotype 8A1H, c'est le plus fréquent chez les caucasiens, entre 10 et 15%. Il est lié à une augmentation de la production de TNF. Il est lié à une modification de la réponse immunitaire. C'est le plus associé avec les maladies auto-immunes. Et surtout, ça va être un petit peu la discussion à la fin, il n'inclut pas ce qu'on appelle, il n'inclut pas un rétrovirus endogène, le rétrovirus endogène de type K dans le complément. Je reviendrai un petit peu pour revisiter ces associations. Donc, l'ensemble, finalement, de ces résultats montre et confirme donc l'interaction forte entre rapid cycling et un statut inflammatoire assez important. Et ça a fait l'objet d'un joli papier en 2015. Ensuite, on est passé sur aussi quelque chose qui est maintenant plus ou moins admis comme lié à l'inflammation, c'est le suicide. Suicide, les tendances suicidaires, suicidal behavior ou autres. Et on a montré finalement là, en fait, que le 8A1H dont je viens de vous parler, qui est lié à cette pro-inflammation, et un autre haplotype, le 7A1H, étaient des facteurs de risque pour le suicidal behavior, pour la tendance suicidaire. Et lorsque l'on voit les bouts de haplotype, on retrouve ça. Il faut dire que cet haplotype-là est celui qui est le plus associé avec la sclérose en plaques, qui est une maladie qui est très intertwinée avec le trouble bipolaire. Cet haplotype-là est associé avec la production d'auto-immunité, même chez des sujets normaux. Et enfin, on a montré il y a quelques années que ce sous-haplotype DR15, DQ2, c'est classe 2, est un facteur de protection contre les infections bactériennes sévères. Donc, encore une fois, on est dans un contexte qui est purement inflammatoire. Et il y a aussi, là, il y a une étude où il a été montré qu'il y avait de très forts niveaux de molécules pro-inflammatoires, aussi bien dans le sang que dans le LCR, que dans des cerveaux post-mortem de suicidants. Je terminerai avec ça sur les troubles bipolaires, en montrant que nous avons aussi trouvé une association. Alors, on a analysé les polarités au début, en différenciant chaque polarité. Et on a trouvé une association avec l'hypomanie, avec l'haplotype dont je vous parlais il y a 2 minutes, là, celui qui était associé au suicide, 7A1H, et à une association significative. Et l'hypomanique, on dit que c'est les psychiatres disent que c'est une signature pour le type 2BD. Or, en dehors du fait que l'allèle DR15 est le plus associé à la sclérose multiple, il y a des travaux qui montrent que les A3, l'allèle A3 et l'allèle B7 sont aussi des allèles de risque totalement indépendants de tout linkage. Donc ça renforce le fait que cet allèle qu'on retrouve associé à l'hypomanie chez le trouble bipolaire est un allèle associé plutôt au type 2 et associé à la sclérose multiple, à la sclérose en plaques. Donc, et on a vu que finalement, nous, on avait retrouvé. Donc, on a regardé un petit peu toutes les autres polarités au début, et on a remarqué finalement que ce soit pour dépression, manie ou mixte, on a toujours une partie de cet haplotype, puisqu'on retrouve le B7 et le C7. On a trouvé une association significative avec la psychose au début, donc des patients qui démarrent la psychose au début. Et là aussi, voici ce qu'on a montré. Donc on est dans une situation finalement où on a pris quelques phénotypes, des phénotypes
d'évolutivité du trouble bipolaire. Et ces phénotypes-là, je ne pense pas que ce soit le hasard ni un biais, mais ils tombent sur des haplotypes et des allèles qui ont du sens dans des pathologies auto-immunes et dans des pathologies immunitaires. Rapidement, puisque je ne pourrai pas tout montrer, le travail de Meriem qui est là, donc ça a été aussi d'analyser cette distribution haplotypique dans les troubles du spectre autistique. Et là, je vous passerai les trends, parce qu'on n'a pas trouvé, la population n'était pas très, très forte, et puis pas très homogène. On a trouvé des trends assez forts, c'est-à-dire des tendances, mais on a trouvé un facteur de protection qui est le DRB3 TQ2, qui est l'haplotype A1B8, c'est-à-dire l'haplotype 8A1H, qui était à risque pour le trouble bipolaire. Donc ça va prendre son importance dans 2 minutes. Cet haplotype de protection, c'est ce qu'avait montré Jean-Marie tout à l'heure. Quand il y avait eu l'imputation, c'était ce qui sortait A1B8, c'était ce qui sortait comme protecteur de la schizophrénie. Donc on est dans une situation quasi identique sur le plan du HLA. C'est-à-dire, on a un haplotype, l'haplotype 8A1H, qui est à risque pour le trouble bipolaire, mais par contre qui est protecteur pour les 2 troubles neurodéveloppementaux que sont l'autisme et la schizophrénie. Donc, Meriem a aussi montré que l'haplotype, cette fois-ci pas de protection mais à risque, était associé avec la sévérité des troubles autistiques, puisqu'il y a l'haplotype est associé à divers comment on appelle ça, des domaines d'interaction sociale, de communication et de QI. Donc, il y a une certaine homogénéité entre le fait que l'haplotype de risque soit lié aussi à des troubles sévères, beaucoup plus sévères chez les patients autistiques. Dernière planche là-dessus, et ça vient de finir, cette étude vient de finir. Je pense que ça va être un petit peu le pivot central de ces études HLA, c'est l'étude HLA schizophrénie. Et là, on montre, alors sans aucun doute possible, on revient sur l'état protecteur de l'haplotype auto-humain 8A1H. Mais cette fois-ci, on l'a au complet. Qu'on fasse ça en ABC, en DR, DQDP, c'est-à-dire en classe 1, en classe 2, ou sur l'ensemble de l'haplotype. Parce que l'ensemble de l'haplotype, vu qu'il y a avec tout ce que je vous ai dit comme conversion, recombinaison, etc., avoir l'ensemble de l'haplotype chez un individu conservé, ça ne dépasse pas les 5-6% de la population générale. Donc avoir cet effet-là, donc je pense que c'est quelque chose d'absolument, je pense que c'est indiscutable sur le plan des résultats. Alors, comment interpréter tout ça maintenant? Et ça, on peut le regarder à la lumière d'un papier qui est sorti il y a un mois. Et un papier, je pense, qui va révolutionner l'approche du CMH, l'approche de HLA dans la maladie psychiatrique, où donc c'est l'équipe de McCarroll, finalement, qui est partie regarder. Alors, la schizophrénie, ça fait 20 ans qu'on sait qu'elle est associée avec une augmentation de la fraction du complément qui s'appelle C4, que nous avons tous, élevée. D'accord? Tous les schizophrènes ont ça. On sait aussi que le C4 est extrêmement important sur un plan neurodéveloppemental physiologique dans ce qu'on appelle le pruning, c'est-à-dire l'homéostasie. Et quand on a trop de neurones, il faut élaguer à un certain moment. Ça, c'est bon, je pense que vous savez mieux que moi ça. Donc ces 2 éléments ont fait qu'ils sont partis regarder dans la région du C4 qu'est-ce qui se passait. Et là, c'est une étude de début février. Ils ont montré que, en fait, dans la région C4A et C4B, c'est-à-dire dans la classe 3, entre les gènes de classe 1 et de classe 2, il y a un premier degré de polymorphisme. Il y a des CNV aussi bien dans le gène C4A que dans le gène C4B. Ensuite, ils ont regardé dans les C4A et les C4B, il peut y avoir une insertion ou pas d'insertion d'un rétrovirus endogène qu'on appelle le rétrovirus HERVK, qui était connu, ça fait 20 ans qu'il est connu, qui a été plus ou moins associé à la polyarthrite rhumatoïde, etc. Mais eux, ils ont montré que finalement, cette région C4, quand elle avait le HERV, elle produisait une séquence longue,
Et quand elle n'avait pas, c'était une séquence courte. Et ils ont fait l'analyse, finalement, de la répartition, et ils ont vu que ce n'était pas que des événements très rares. Donc, il y avait la présence de ce HERV, etc. Donc, là, ils sont arrivés à une conclusion. C'est que l'expression de C4 dépendait du nombre, et du C4A en particulier, dépendait du nombre de CNV. Plus il y a de CNV, plus il y a du C4 élevé. Dépendait aussi le risque de développer une schizophrénie dépendait de l'absence ou de l'insertion de ce HERV. Et quand on combine CNV et HERV présent, on avait 4 fois plus de C4. Si on se place sur un plan neurodéveloppemental, voilà ce qu'on a. Donc, augmentation, risque de schizophrénie par augmentation du risque de pruning. Et ça correspond, ça corrobore très bien les études, ce qu'on sait sur la réduction de l'épaisseur de la matière corticale chez les schizophrènes. On sait qu'ils ont des matières, je parle sous votre contrôle, hein, matière corticale beaucoup moins épaisse. Et donc l'hypothèse, ça serait finalement qu'il y a une hyperactivité de ce C4 qui est un rationnel génétique, donc c'est les CNV, le HERV, et cette hyperréactivité va faire que le patient va avoir des problèmes au niveau de son pruning de synapses et développe et fait un risque de développer une schizophrénie avec des odds ratios allant jusqu'à 3 ou 4. Donc, on a vu ça. À partir de là, revenons au 8.1H, celui qu'on a trouvé protecteur dans l'autisme et qu'on a trouvé protecteur dans la schizophrénie. Ça va très bien avec ce papier-là, puisque le 8.1H n'a pas d'HERVK. Normalement, naturellement, il n'a pas d'insertion. Donc son taux de C4 n'est pas génétiquement élevé. Et ça peut expliquer, par rapport à un autre individu qui a du HERV, ça peut expliquer que cet individu-là soit protégé. Je ne sais pas par quel mécanisme ça se passerait au niveau de l'autisme, ni au niveau du trouble bipolaire. Mais tout ça, ça ouvre une voie absolument extraordinaire à la compréhension, finalement, en allant... Parce que on parle, pour l'instant, on parlait de susceptibilité vers les pathogènes, de déterminisme génétique qui conditionne une réponse inefficiente, etc. Mais là, dans la même région, on a cette réponse inefficiente déterminée génétiquement, mais on a aussi, ce qui est déterminé génétiquement, c'est ce neurodéveloppement anténatal et même postnatal, puisque ça continue dans l'autisme pendant quelques années. Donc, je finis juste en vous disant que le HLA, ça sert aussi dans la réponse au traitement. Donc, ce qui était connu il y a quelques années, et de plus en plus confirmé, vous avez en bas, vous avez un GWAS sur la granulocytose qui est provoquée par la clozapine. Et vous voyez très bien que le HIT, c'est encore une fois le CMH qui médie cette adverse drug reaction. En fait, c'est des complications liées au traitement. Le HLA modifie aussi la progression des troubles sous antipsychotiques. Ça, c'est un papier qui a été fait, qui a été publié l'année dernière par le groupe, où on a utilisé, où ils ont utilisé, moi j'ai fait ça pour le côté greffe, ils ont utilisé donc une puce dédiée en choisissant des SNP particuliers. Et ce qu'ils ont montré, c'est que quand on voit un petit peu la répartition des SNP après imputation dans des puces de 300K, on voit que le seul qui passe le bonferroni se situe au niveau du chromosome 6. En imputant après avec les allèles HLA, malgré le logiciel mis à disposition par Jean-François Zaguri, qui est un des meilleurs en bioinformatique HLA, on n'est pas arrivé à montrer une association classique. Par contre, on a montré qu'il y avait 2 acides aminés dans la poche de HLA qui conditionnaient justement la réponse au traitement. Donc voilà, vous voyez ici la distribution de la PANS avec, en fonction des génotypes et la distribution en fonction des acides aminés. Papier qui est sorti hier, donc dans ce contexte-là,
où on montre, où il y a une équipe qui a montré que la minocycline, qui est une tétracycline, qui est un antibiotique, à effet antibiotique et inflammatoire, pouvait prévenir, dans des modèles murins, le développement de la schizophrénie et pouvait améliorer chez l'individu, donc chez l'homme après la naissance, puisqu'on ne donne pas de tétracycline chez les femmes enceintes, pouvait améliorer grandement les signes négatifs de la schizophrénie. Je vous remercie. Voilà.